Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h. 18h-20h, Greenwich Mean Time. 21 ans après sa création par décret du Premier ministre, le 13 septembre 2000, le Conseil supérieur de la fonction publique pourra enfin se tenir, et ce pour la toute première fois. Pour le président de la République, l'urgence est signalée car l'absentéisme chronique et légendaire des fonctionnaires et agents de l'État semble avoir atteint la cote d'alerte. Pour tous ces fonctionnaires et agents de l'État qui ne travaillaient que quelques jours par mois, ou encore pour ces autres affectés dans les zones reculées ou dans des villes secondaires et qui ont choisi de ne pas résider dans leur localité d'affectation, dans un document en circulation dans les réseaux sociaux, l'on peut pleinement voir la volonté du chef de l'État à sanctionner les fonctionnaires indisciplinés. Instruction est également donnée aux ministres compétents ainsi qu'aux autorités administratives de veiller à la remontée systématique des informations relatives au cas d'absence répétée des agents publics de leur poste de travail. Alors que le Conseil supérieur de la fonction publique est consulté sur toutes les questions d'ordre général concernant la fonction publique de l'État, et en tant qu'organe supérieur de recours en matière de discipline, le chef de l'État a cru bon de demander sa tenue dans l'urgence avec pour thématique principale l'absentéisme chronique des fonctionnaires et agents de l'État. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufelet. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief. République camerounaise, pourquoi tant d'indiscipline? Pour tenter de répondre à cette question, nous avons invité en plateau ce soir Maître Fabien Kenyé. Bonsoir Maître. Bonsoir Serge Alain, bonsoir cher docteur aux compétences avérées. Je voudrais dire docteur Essomba, docteur Fongan, et je dis aussi bonsoir naturellement à Raphaël qui est du parti État RDPC. Je voudrais continuer non sans dire à mes amis politiques aujourd'hui embrigadés depuis pratiquement bientôt 6 mois que nous avons une pensée très profonde pour eux et que nous ne les abandonnons pas, nous ne les abandonnons jamais. Et je termine ces salutations en disant bonsoir aux millions de spectateurs de la télévision du peuple. Bonsoir Raphaël Ndougou. Bonsoir Serge-Alain autour, bonsoir aux companélistes. Je voudrais dire un bonsoir particulier à mes amis du côté de la basse-cour de Nkondongo. Vous allez demander qu'est-ce que la basse-cour. Je dis bonsoir à son président Ambroise Messi. Bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Equinox ce soir. La Champions League des débats télévisés, non seulement en Afrique et même dans le monde. Je voudrais dire bonsoir aux Camerounais de la diaspora. Voilà. Gervais Fongan, bonsoir. Bonsoir Serge, bonsoir aux nombreux téléspectateurs qui prennent du plaisir à regarder cette émission de qualité qui contribue à augmenter la masse critique. Vous parlez de nombreux téléspectateurs, ils sont nombreux? Des milliards, des milliers, des millions de téléspectateurs qui prennent du plaisir à regarder cette émission qui sort des centaines. Mais je m'en voudrais de ne pas rectifier cette petite erreur involontaire de mettre Fabien Kenyé, peut-être docteur, ça peut embarrasser quelques-uns. Mes amis de l'université me regardent, ils peuvent m'apprendre. Non, juste dire que bon, j'ai une thèse en cours de finalisation de doctorat, donc ça va aboutir nécessairement. Voilà, donc une fois que je l'aurai soutenu, je pourrais me prétendre, me prévaloir, docteur, il se passe quelque chose, lui qui m'a connu à l'université. Donc après ça, je pourrais de manière légitime me faire appeler docteur. Donc je voudrais commencer quand même cette émission d'ailleurs, en vous tirant un coup de chapeau. Il faut rendre à César ce qui est à César. Parce qu'à la vérité, il y a beaucoup de Camerounais qui ont la mémoire sélective. Il faut rappeler que déjà, ça fait la 3e ou 4e année consécutive qu'Equinox est consacré la meilleure télévision du Cameroun avec la meilleure audience. Donc je voulais vous féliciter en tant que directeur de programme. Beaucoup l'ignorent que vous êtes directeur de programme chez Equinox. Donc il y a Médiamétrie en 2020 qui a, après ses sondages, ses études, a
vous a reconnu Equinox TV comme la chaîne la plus regardée au Cameroun. Ce qui est important dans ce classement-là, c'est de rappeler aux gens qui nous regardent qu'il y a quelques années, les télés les plus suivies au Cameroun étaient les chaînes étrangères. On avait Novelas, on avait Emmanuel TV, on avait quelques chaînes comme ça qui, avec la meilleure audience au Cameroun. Donc on a bien remarqué qu'avec, depuis l'instauration, entre autres, d'Equinox Soir, Equinox a réussi à faire triompher, à faire mentir ceux qui croyaient que les Camerounais aiment seulement ce qui se passe ailleurs. Donc ça fait 3 ans, 4 ans déjà par là, que les chaînes camerounaises ont damé le pion aux chaînes étrangères. Ils sont les chaînes les plus regardées au Cameroun. Donc ça, c'est Médiamétrie, qui est un institut de sondage qui est français. À côté de ça, il y a Médiatude, qui depuis plusieurs années on célèbre ce talent et cette reconnaissance. Donc, je tenais à le dire, que ce soit su, que c'est important de savoir que le travail qui est fait par Equinox a contribué à faire gagner de l'audience et à faire chuter les chaînes étrangères qui étaient les chaînes les plus regardées. Donc félicitations à vous en tant que directeur des programmes de cette chaîne qui force admiration et respect. Je voulais sortir en une phrase pour avoir une pensée pour les populations de l'Afrique, du Cameroun et le Banga en particulier. Vous savez que demain, le 16 mars, on va célébrer la disparition de Lapiro de Banga qui est décédé à Buffalo à l'âge de 57 ans. Vous savez qu'il avait été condamné en 2008 après les émeutes de la faim. Il a passé quelques années en prison. Il allait mourir malheureusement aux États-Unis. Je suis de ceux qui militent pour un hommage national à Lapiro de Banga, non seulement pour l'immensité de son œuvre, mais surtout pour son engagement et son militantisme à travers ses chansons. Donc demain, on va célébrer les 7 ans de sa disparition. Je voudrais qu'on ait une pensée pour ce musicien engagé-là qui, à travers ses chansons, a contribué, tout comme Equinox Soir, à augmenter la masse critique des citoyens, des Camerounais. Donc ils sont très nombreux à nous regarder du côté de Banga. Je voulais avoir une pensée pour eux et pour toute la diaspora et pour tous les Africains qui ont connu Lapiro et qui respectent et admirent son talent. Voilà. Merci Guillaume Fonga. Docteur Lutin Somba, bonsoir, bienvenue. Merci, bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. Permettez-moi de saluer avec respect les autres copanélistes avec lesquels nous allons certainement éclairer la lanterne des nombreux téléspectateurs qui nous regardent. Et je voudrais saluer principalement tous mes étudiants qui regardent cette émission. Voilà, c'est le cours qui continue. Oui, bien entendu. Chaque fois que vous êtes à la télé. Ah oui, ils prennent les notes. Ils prennent les notes, ça. Ils sont toujours à la radio. Ils m'ont appelé. Je n'avais pas cru que aussitôt le matin, ils pouvaient écouter la radio. Donc c'est TD. Ah, bien entendu. Docteur Luison Isomba, je reste avec vous. 21 ans après, le Conseil supérieur de la fonction publique peut enfin se tenir pour une question de discipline. Le président a fait le constat que par rapport à l'absentéisme chronique des fonctionnaires et autres agents de l'État. 21 ans, ça veut dire que... Ça veut dire qu'il y a certainement un problème. Il ne faudrait pas qu'il y ait un problème pour qu'une institution fonctionne. Vous savez que le Conseil supérieur de la fonction publique joue un rôle important dans la vie et la carrière des fonctionnaires. Vous l'avez tout à l'heure rappelé, c'est une instance qui a d'abord vocation justement à arrêter des initiatives générales et sectorielles et de tracer un ensemble de voies nécessaires pour les réajustements de la fonction publique. Et bien entendu, au-delà de ça, c'est une instance disciplinaire. Ce qui veut dire que si cette institution se tenait comme il est prévu dans la loi, je crois que c'est 2 fois l'an, oui. On est évident qu'un certain nombre de problèmes seraient aujourd'hui résolus. Voilà, c'était ça même le sens de ma question. Oui. 21 ans, ça veut dire que tout était... Oui, tout était rose. Non, pas du tout. Pas que tout était rose. Je crois que le Pourquoi constat... ils ne s'est pas tenu? Le constat fait par le président de la République est un constat évident. Vous savez, les absentéismes dans les administrations publiques sont devenus chroniques et anachroniques. C'est-à-dire que anachronique tout simplement parce que à ce moment-là, c'est l'administration qui porte un coup dans son efficacité, dans sa compétitivité. Et surtout, aujourd'hui, nous parlons des administrations de résultats. Okay. Donc l'administration, à ce moment-là, peut ne pas engager le résultat escompté. Je voudrais fixer le cap en indiquant que le président de la République, parce que ces gens-là, il faut refixer un peu les données, c'est le président qui initie
cette correspondance, c'est l'autorité centrale de la fonction publique. Il est accompagné à cette mission, épaulé. D'ailleurs, la Constitution le dit, des articles 7 aux articles 10, le président de la République crée et organise les services publics. Il nomme aux emplois civils et militaires, il nomme le gouvernement, il peut déléguer ses fonctions. Donc, vous voyez que c'est la haute autorité de la fonction publique. Et bien entendu, dans cette mission, il est épaulé par ce qu'on appellerait une gestion déléguée au Premier ministre, qui lui aussi est une autorité importante de la fonction publique, parce qu'après le président de la République, c'est le Premier ministre, parce qu'il agit au même titre que le président de la République par décret. Et l'article 12 alinéa 3 lui confère le pouvoir de nommer aux emplois civils, sous réserve des prérogatives reconnues au président de la République. Et l'article 12 alinéa 4 lui dit, le Premier ministre gère tous les services publics administratifs pour accompagner justement le fonctionnement de l'État. Maintenant, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, lui aussi joue un rôle capital dans la carrière des fonctionnaires. C'est la raison pour laquelle, à côté donc de cela, le président demande au Premier ministre de tenir rapidement un conseil supérieur de la fonction publique, parce qu'en réalité, l'article 87 du statut général de la fonction publique confère cette compétence au Premier ministre de présider le conseil supérieur de la fonction publique. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est une instance capitale, c'est-à-dire que dans la gestion, la carrière des fonctionnaires, ainsi que dans la constatation justement d'un certain nombre de carences, comme vous venez de le dire. Vous voyez, nous parlons de l'absentéisme aujourd'hui, et vous savez que l'un des principes phares dans la position d'activité, c'est que quand vous travaillez, la première loi qui vous est imposée, c'est la loi de la présence au poste. Ouais. C'est pourquoi on dit l'occupation permanente, l'occupation permanente du poste de travail et présence effective. Qui veut dire que ça vous impose assiduité, ponctualité au poste. Et ça fait de sorte que lorsque un agent est au poste, c'est le développement de l'administration qui suit. Or, le constat du président de la République est clair. Ces gens-là autour, on se rend bien compte que aujourd'hui, vous avez, si nous prenons d'abord le côté du nord-ouest et du sud-ouest, ça peut se justifier. Oui. Parce que là-bas, on se rend compte que les lundis, par exemple, sont déclarés ville morte. Oui, on va rentrer dans ces spécificités. On va d'abord faire le tour. D'accord. Guiavé Fongan, vous d'abord. Il y a cet aspect que le président évoque. Il dit la propension observée chez certains fonctionnaires travaillant dans des zones reculées ou dans des villes secondaires à ne pas résider dans les localités dans lesquelles ils exercent leurs activités. Ceux-là qui peut-être sont affectés dans des zones reculées, mais choisissent de vivre dans des villes, Yaoundé, Douala, mais sont affectés dans des villes, on va dire, à la périphérie des grandes villes. J'ai failli vous dire à qui la faute. Voilà. À qui la faute, simplement pour dire que c'est le système qui a créé les conditions de marginalisation des fonctionnaires. Parce que vous voyez, vous avez des fonctionnaires. Ils ont réussi à travers leur modus operandi à créer des super fonctionnaires. Oui. Un élève qui sort de l'ENAM, tout de suite, d'ailleurs il est même payé pendant qu'il est payé pendant qu'il est encore à l'école. Ouais. Il reçoit son salaire pendant qu'il est encore à l'école. Comparé par exemple à un élève qui sort de l'école normale qui est obligé d'attendre parfois 5 ans pour avoir son premier salaire. On dit qu'il est en cours d'intégration. On est en cours d'intégration. Donc vous voyez que le système a créé des conditions pour frustrer ses propres agents. Et on demande à l'enseignant d'être à son poste. D'aller quand même prendre le service et d'attendre 5 ans plus tard pour le premier salaire. Vous voyez, quand vous avez ce type de fonctionnement, ça ne crée pas les conditions pour permettre à l'enseignant de se déployer de manière sereinement. Donc le système en lui-même a créé ces conditions pour marginaliser ses propres agents en créant ce que j'appelais des super fonctionnaires. Parce que les gars de l'ENAM sont payés pendant qu'ils sont encore à l'école. Ce n'est pas le cas pour les autres écoles, malheureusement. Et je suis quand même surpris que c'est 21 ans plus tard qu'on réalise qu'il y a des gens qui sont absents à leur poste. Je crois que c'est même, à la limite, c'est même indécent. C'est même indécent de qu'on constate que c'est même indécent qu'il faut qu'on puisse attendre 21 ans plus tard, plusieurs années après le scandale avec l'affaire Lebou, que nous avons suivi tous avec l'affaire des fonctionnaires fictifs, qu'on puisse prendre autant de temps pour constater que effectivement les gens sont fonctionnaires mais ils ne viennent pas au travail. Donc je pense que c'est une distraction qui n'est pas de nature à faire plaisir aux Camerounais lucides que nous sommes et qu'on a besoin de vraies problématiques et de vrais enjeux pour
qu'on souhaiterait adresser aux dirigeants pour améliorer la qualité de vie des populations. Les fonctionnaires qui vont pour le travail, très souvent, ce n'est pas de gaieté de cœur. Parce que voyez-vous, j'ai pris l'exemple d'un fonctionnaire qui est obligé d'attendre 5 ans pour avoir son premier salaire. À côté de ça, vous avez des fonctionnaires qui sont affectés dans des établissements qui n'existent même pas. Vous savez qu'il y a un lycée en Bopi, où on affecte les gens chaque année, qui n'existe nulle part. Comment voulez-vous qu'un fonctionnaire qui est affecté au lycée de Bopi, qui est sur le papier, aille prendre fonction? Ça, c'est la première chose. Donc, il y a que la manière de faire le gouvernement n'est pas à créer les conditions pour permettre aux fonctionnaires de se déployer facilement, sereinement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est depuis la fameuse baisse des salaires. Après la dévaluation, les fonctionnaires sont les gens qui ont été sacrifiés le plus dans cette affaire, et il n'y a jamais eu revalorisation véritable des salaires des fonctionnaires. Et à partir de ce moment-là, vous voyez que des gens ont du mal à exercer de manière sereine dans la fonction publique. De plus en plus, on assiste aux gens qui vont chercher le matricule. Oui. Et il y a très peu de vocation parce que les gens veulent le matricule. Et parce que c'est assuré. Hein. Oui, ça leur garantit au moins un salaire jusqu'à 65 ans, au moins. Et après la retraite. Et entre-temps, ils font autre chose. Et après, ils font autre chose. J'ai l'expérience. Je parle sous le contrôle de docteur Ressomba que j'ai pratiqué à l'université il y a quelques années. À l'époque, il n'était pas encore docteur, donc on se fréquentait un peu. Je connais beaucoup d'étudiants, le fameux recrutement des 25 000 jeunes. Parce que j'ai un témoignage personnel qui avait été recruté à cette époque-là et qui ont proposé des salaires de 100 000, 150 000. 2011 ou 2012. Oui, des étudiants en Master 2, il y en a qui étaient inscrits en thèse et qui ont proposé 150 000 de salaire. Vous avez des gens qui vous partagent le vécu, qui vous disent simplement à 150 000 qu'on pose tous les mois. Avec mes activités parallèles, moi j'ai 3 fois ce salaire en un mois. Donc il n'y a pas de raison que je vienne m'enfermer ici pour avoir 100 000, 150 000 francs le mois, alors que je gagne plus que ça en étant hors du système de la fonction publique. Et je connais beaucoup d'ailleurs, lui et moi on a beaucoup de camarades qui n'ont jamais pris fonction, ou alors qui sont venus. D'ailleurs, il y en a qui sont à l'étranger, qui sont venus quand même prendre fonction, ont pris matricule et qui ont vaqué à autre chose. En tant que le salaire continue à passer, sauf que la plupart font autre chose. C'est dans le matricule. Donc je veux dire que tout cet environnement créé par les pouvoirs publics n'est pas de nature à permettre aux fonctionnaires de se déployer sereinement, parce qu'il y a quelques années, quand nous étions plus jeunes, le maître nous faisait rêver, parce qu'il y avait une vocation. Quand on voit le maître, on avait envie de ressembler au maître. On voulait ressembler au prof. Cette clochardisation, ce misérabilisme entretenu dans lequel vivent la plupart des fonctionnaires a créé les conditions pour qu'on ait cet absentéisme-là qu'on vit aujourd'hui. Parce qu'on a l'impression, aujourd'hui, il fait plus bon d'être homme d'affaires que d'être fonctionnaire, parce que l'État n'a créé aucune condition pour mettre aux gens de la fonction publique de se déployer sereinement. Et aujourd'hui, malheureusement... Les fonctionnaires ne sont pas des hommes d'affaires? Ils sont tous des hommes d'affaires pour la plupart. Aujourd'hui, tous des hommes d'affaires. Il n'y a que le matricule, parce qu'il n'y a que la fonction publique que vous pouvez avoir un salaire jusqu'à 65 ans. Qui était interdit, je crois, sous Haïti. Non, tous font les affaires aujourd'hui. Tous font les affaires. On a tous des amis qui sont à l'école normale, qui sont affectés ça et là, mais qui ont 2 ou 3 coups par semaine, qui font tous ces affaires. Parce que l'État n'a pas créé les conditions pour que ces gars puissent exercer sereinement. Merci Guiavé. Maître Fabien Kenyé, beaucoup de fonctionnaires qui sont pas dans des grandes villes disent qu'ils sont absents parce qu'ils doivent venir suivre leur dossier à Yaoundé. Ces gens-là, si vous le permettez, il y a un philosophe, je crois, ça va, ou un écrivain, ou un savant, ça va être Jean-Jacques Rousseau, qui avait posé la question de savoir s'il peut être temps, au moment de mourir, d'apprendre comment on aurait dû vivre. Je ne parle pas de quelqu'un de particulier. Quand vous ramenez ça au régime de M. Biya qui dure devant pratiquement 39 ans, on se pose la question de savoir qu'est-ce que le Conseil supérieur de la fonction publique, qui est convoqué en raison de l'absentéisme des fonctionnaires, peut bien apporter au bon développement du Cameroun. Il faut partir même de la définition de la fonction publique. Ça, c'est sous le contrôle de Dr Somba qui, me semble-t-il, est l'ensemble des postes de travail qui sont sous le contrôle de l'État et qui sont chargés d'animer l'appareil exécutif, l'appareil administratif. Autant pour moi, voyez-vous, je crois que l'absentéisme dont on parlerait, c'est le
moins de mots. Parce qu'il faut partir même de la frustration dont vivent ces fonctionnaires pour comprendre que la machine est grippée depuis très très longtemps. Quand vous parlez par exemple de grades ou de catégories professionnelles, sur le mode de recrutement même, pour commencer par là, on se demande ce qu'est devenu la fonction publique au Cameroun. Vous avez des fonctionnaires, des gens qui sont recrutés en fonction publique, qui n'ont jamais été candidats à rien. Des mots qu'on recrute. Quand bien ces personnes sont en fonction, comment est-ce qu'elles sont traitées? Vous avez par exemple, avec vous, des gens avec qui vous avez fait tout votre cycle scolaire étudiantin, qui n'ont jamais été parmi les 100 premiers à l'école, qui sur le terrain en viennent à être vos supérieurs hiérarchiques. Cela est démotivant. À un moment, c'est le même gouvernement qui a parlé d'inertie. Est-ce que cette inertie a changé de quelque manière que ce soit? Nous sommes partis de l'inertie à la corruption qu'on combattait. Est-ce que le combat contre la corruption a apporté un plus par rapport à la fonction publique camerounaise pour qu'on en arrive aujourd'hui à ce problème d'absentéisme? Le problème, c'est qu'il faut véritablement repenser cet appareil qu'est la fonction publique. Donc, on a préconisé carrément la suppression de l'ENAM. Lorsque nous étions, je crois, à l'école primaire ou un tout petit peu, nos enseignants étaient suffisamment respectés. C'est les premières personnes qui vont se permettre le luxe de s'acheter des véhicules. Aujourd'hui, quand on entre dans la fonction publique, ce n'est plus pour le sacerdoce, c'est pour se mettre plein les poches. Pour des fonctionnaires aujourd'hui de la vocation. Sur le mode de recrutement, même, il y a des critères. Par exemple, lorsque moi je parle peut-être en tant que juge, vous avez été peut-être condamné, ou lorsque vous êtes de mauvaise moralité. Mais vous ne pouvez pas être fonctionnaire de la République du Cameroun. Qu'en est-il aujourd'hui? Cette fonction aujourd'hui est gouvernée par le clientélisme, les réseaux et tout et tout. Lorsqu'on ne peut répondre qu'à un réseau, vous allez attendre tel rendement du fonctionnaire camerounais. Et voyez-vous, Saint-Jalin, en ce qui concerne par exemple les droits des fonctionnaires, il leur dit qu'ils sont libres sur les droits civils et politiques d'adhérer à quelque parti que ce soit, n'est-ce pas? Et sur le plan pratique, il suffirait que vous soyez d'un parti d'opposition pour qu'on vous renvoie au fond de la République, affectation disciplinaire, comme une sanction, alors que le principe aurait été de développer tous les contrôles de la République pour que tout fonctionnaire puisse y être affecté. L'État, en fait, même celui qui est le principal mal, ou la gouvernance, c'est lui qui est le principal problème en ce qui concerne le dysfonctionnement dans la fonction publique. Justement, d'où ce Conseil supérieur de la magistrature de la fonction publique. On a 21 ans après, pour apporter quoi? Pour résoudre ces problèmes. Voyez-vous, ça, vous avez vraiment des acteurs d'une situation qui pourrit, qui après peut-être vous disent ce qu'il faut. Maître Kenyé, est-ce que le président fait mal de convoquer ce conseil? Je suis en train de vous étaler là son inaptitude ou son incapacité aujourd'hui à apporter quelque solution que ce soit pour dégripper cette machine. C'est pas après 39 ans quand même d'inertie qu'il a déclaré, mais c'est pas après 39 ans d'enrichissement illimité des fonctionnaires. Mais peut-être toléré par cette présidente là comme vous voulez apporter quoi que ce soit. Peut-être parce qu'on veut arrêter tout ça. Non, c'est là que plus possible aujourd'hui. Comment c'est plus possible? Le mal est dans le fruit. Je vous ai dit, je l'ai souvent martelé sur ce plateau, qu'on ne peut pas refonder la gouvernance au Cameroun, ça extirper de notre système politique ou de notre système gouvernant le cancer qu'est le RDPC. Il faut se le dire. Parce que le RDPC a réussi le pari de se confondre à l'État. Aujourd'hui, lorsque vous êtes fonctionnaire aujourd'hui, vous pensez automatiquement que vous devez être du RDPC, ce qui n'est pas le cas. Or, le fonctionnaire, lorsqu'il est recruté, c'est pour servir le citoyen que nous sommes. Il est au service de l'État et non au service de quelque parti que ce soit. Voilà. Raphaël Ndougou, le président, dit également que des personnes qui travaillent quelques jours seulement par mois, mais ces personnes se retrouvent à la fin du mois, ils vont prendre ce qui se retrouve devant les guichets, ils s'alignent comme tout le monde. Est-ce qu'il y a une satisfaction à prendre un tel salaire alors qu'on n'a travaillé que quelques jours seulement? Je voulais d'abord dire que mieux vaut tard que jamais. Oui. Première chose. Deuxième chose, c'est déplorable que ce soit le président de la République qui soit en train de demander au Premier ministre, qui je pense est le président de ce conseil, docteur. Bien entendu. Très bien. 21 ans après, on a eu à peu près 4 premiers ministres qui auraient dû, donc, justement, convoquer ce conseil-là. Donc, c'est dommage que ce soit le président, mais c'est pour ça que j'ai commencé par dire mieux vaut tard que jamais.
Parce que tout ce que les uns et les autres ont évoqué ici comme problème... Raphaël Ndogo, une minute, hein, vous allez continuer. Je crois qu'il y a le Premier ministre Ephraim Inoni, en 2006, qui avait essayé de faire un peu la chasse aux fonctionnaires et demander qu'on ferme les différents portails à 7h30. Et bon, après lui, il y a eu Philémon Yan, et on connaît la suite. Allez-y. Sur ce point bien précis, ces gens-là autour, rassurez-vous, je l'ai toujours dit ici, tant que le président de la République ne donne pas des pleins pouvoirs au Premier ministre, capable de révoquer un ministre incompétent, capable de proposer des sanctions à ces fonctionnaires-là, on va simplement marquer le pas sur place. Parce que justement, M. Noni Ephraim, aujourd'hui, il est là où il est. Il arrivait dans son bureau à 7h du matin et allait toquer sur les portes des ministres qui même n'étaient pas là. Voilà. M. Yang l'a connaissé. Et vous avez vu comment ça a fait comme le feu de paille. Parce qu'en réalité, les gens ont leur posture et ils ont leur réseau. C'est ça qui fait en sorte qu'on demande au Premier ministre de baisser le volume. Mais moi, je voudrais vous dire qu'il y a trop de problèmes à la fonction publique. C'est-à-dire qu'on peut même laisser nos casquettes politiques à côté pour dire simplement que si nous voulons le développement de notre pays, il faut toiletter la fonction publique. Il faut essayer de résoudre les problèmes qui existent à la fonction publique. Qu'on soit de tel ou tel parti, je vous assure que quand vous êtes jeune fonctionnaire, vous êtes enseignant, vous êtes affecté à l'école publique de Motomba, juste dans mon village là-bas à Sié. Vous avez donc un fonctionnaire qui arrive, qui vient d'être recruté à la fonction publique, qui n'a ni salaire, ni rien. Il est hébergé par les populations, il est nourri par les populations, et puis ces derniers restent là. Il n'y a qu'un seul fonctionnaire dans cette école publique dont je viens de vous faire allusion. De la CIL au coût moyen. De la CIL au coût moyen. Et là-bas, on essaie de prendre ceux qui ont eu le CEPE autrefois, qui pouvaient bien s'exprimer en français, pour accompagner. Qui ont une belle main d'écriture. Très bien. Vous vous rendez donc compte qu'en ce moment-là, quand on jette un jeune fonctionnaire, fils d'un Camerounais, qui a déjà certainement la famille, il va donc se réfugier là-bas, il est obligé de souvent venir voir sa famille à Yaoundé. Deuxième chose, les fonctionnaires mariés. Lorsqu'on affecte monsieur à Kousséri, madame, il y a des difficultés à faire monter madame là-bas. Qu'est-ce que monsieur fait? Il vient toujours voir, parce qu'il ne faut pas que madame prenne la grossesse à côté. Il faut qu'il vienne voir son épouse. Résultat, l'épouse, il peut travailler 2 jours. Qu'est-ce qu'on fait des avancements des fonctionnaires? Lorsque ce dernier qui a été affecté à Motomba veut donc courir, vous l'avez si bien dit tout à l'heure, derrière son dossier aux finances pour avoir un salaire. Dieu seul sait le casse-tête chinois qui existe là-bas. Parce que justement, si on veut résoudre les questions de corruption chez nous, voici également un problème. Celui de la gestion des affaires, des avancements et autres. À ce niveau-là, le fonctionnaire qui est en face de vous, vous dit, qu'est-ce qu'on va faire? Donnez-moi d'abord 20% de votre rappel. Quand le fonctionnaire s'en va à la retraite, lui qui avait déposé régulièrement son dossier, d'autres ne touchent même pas à un 100 francs de leur pension retraite. Vous voyez qu'une fonction publique tellement lourde et crispée comme ça, là, il faut la décrisper. C'est pour ça que je vous ai dit, 21 ans après, mieux vaut tard que jamais. Et je souhaite quand même que ceux que le président va, ou le Premier ministre, ceux qui seront désignés, il faut véritablement que ce soit, ce n'est pas ce que certains disent, oui, enfin, pas lui en tant qu'individu. On dit souvent, on appelle souvent ça quoi? Le code électoral consensuel, qu'il faut qu'on convoque tout le monde. Il faut véritablement un conseil consensuel, qu'on prenne les juristes et les enseignants et tout le monde, que les gens s'asseyent pour dire comment on fait pour éviter ce chaos. Moi, je ne voulais pas rentrer sur ce que Guy avait déjà dit concernant les dames. Parce que justement, qu'est-ce que le fonctionnaire, si vous voulez, l'étudiant qui est à l'école normale, qu'est-ce qu'il fait? Les NAM et la douane. Les NAM, les super fonctionnaires, ils sont payés pour s'habiller en costume comme nous sommes là maintenant. Pendant que ceux de l'ENS n'ont même pas un radis, pendant que ceux du CUS n'ont même pas un radis, il y a un problème. À ce niveau-là, il faut résoudre ça. Un autre problème, et c'est fini par là, le départ à la retraite. Comment on fait? Vous avez suivi un moment là, il y a peut-être 2 ou 3 ans, où le délégué général de la Sécurité nationale avait proposé au président de la République d'harmoniser le départ à la retraite. Là-bas, il n'y a plus de problème. À la fonction publique, certains vont à 50 ans, d'autres vont à 65 ans, d'autres vont à 60 ans. Il faut trouver des solutions à tout cela. Donc je dis que ce conseil-là doit avoir lieu et il faut véritablement qu'on touche à toutes les couches pour s'asseoir et décider de qu'est-ce que notre fonction publique va devenir. Parce que de toutes les façons, ce sont eux qui ont la charge de développer ce pays avec justement au moins la morale qu'on a appris à l'école primaire. Parce que j'ai comme l'impression souvent que les gens oublient la morale.
La leçon de morale là qui nous a donc guidés jusqu'à là où nous sommes. Qu'est-ce que nos fonctionnaires font avec leur leçon de morale qu'ils ont apprise à l'école primaire? Justement, docteur Lucien Isomba, comment on peut demander aux fonctionnaires d'être présents alors que tout est concentré à Yaoundé? On a pris le cas de ces jeunes fonctionnaires qui sont en cours d'intégration, surtout les enseignants. Ils doivent, on a affecté dans des coins très loin de la capitale où ils ont fait l'école normale. On les envoie des coins reculés, mais à un moment, ils sont obligés de venir bousculer, comme on dit, au niveau des finances. Ils sont obligés d'être absents au poste. Bien Comment entendu. on résout ce problème? Bien entendu, alors que tout est centralisé à Yaoundé. C'est ce centralisme à outrance qui fait justement, qui est problématique. Vous voyez, nous sommes dans un système de la fonction publique fermée. Parce qu'il y a deux systèmes, la fonction publique ouverte et la fonction publique fermée. Et le Cameroun a opté prioritairement pour la fonction publique fermée, c'est-à-dire que dès lors que vous êtes recruté, vous sortez de la fonction publique avec l'âge de départ à la retraite. C'est-à-dire que est assuré votre profil, la carrière, vous avez les droits à la rémunération, ainsi de suite. Or, on se rend bien compte qu'à côté de ce côté qui marque la sécurité du fonctionnaire, il y a beaucoup d'entraves sur le terrain que nous observons. Je voudrais convoquer ici la sortie du ministre délégué à la Défense, lorsqu'il constatait que la hiérarchie qui gère les primes, par exemple, des militaires, ne leur restitue pas cette prime. Ça peut donc créer l'indiscipline. Ça peut créer des frustrations. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer, on vous dit, la prime alimentaire, c'est 3 000 francs. On vous donne 1 000 francs. Vous voyez, ça frustre, c'est frustrant. Ça fait de sorte que ça devient très compliqué dans les rapports d'abord entre la hiérarchie et les subalternes. Maintenant, autre chose, vous évoquez la situation de ces fonctionnaires. Et effectivement, c'est ce que l'on vit sur le terrain. C'est-à-dire que les retards des droits à l'avancement. Vous voyez, c'est précisé que 2 ans après, vous devez avancer. Or, on constate que sur le terrain, vous pouvez attendre 10 ans avant de subir le premier avancement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? L'on ne peut aller que bousculer au siège de la décision. Donc, tout le monde est obligé de remonter vers la capitale politique, qu'est Yaoundé, pour essayer de bousculer les dossiers. Parce que je dois vous avouer que cette fonction publique est tellement lourde. C'est vrai que le paradoxe, c'est qu'elle est lourde, elle est corrompue, mais nous tous, on veut toujours y entrer. Et vous savez que l'autre élément intéressant, c'est qu'on a cru que ces problèmes allaient être réglés avec la mise en place du CJPES, c'est-à-dire du système informatique de la gestion intégrée du personnel de l'État et de la solde. Alors, on se rend bien compte que malgré l'institution de ces structures, les choses continuent toujours, prennent toujours comment dire, se cripsent toujours, et on a l'impression que en réalité, les fonctionnaires qui vont sur le terrain trouvent toutes ces difficultés-là. Parce que, imaginez-vous, on vous envoie à une ville comme Ngoro, très reculée. Vous faites, comme Raphaël le disait tout à l'heure, vous attendez 2 ans. Vous vivez comment? Et il y a des questions aujourd'hui, par exemple, du regroupement familial. Mais le juge a résolu ça dans l'affaire Bon Jacqueline. Il estime que l'intérêt supérieur de l'État prime sur l'intérêt de la famille. Or, le droit précise qu'en réalité, le regroupement familial est important. Et Raphaël le disait tout à l'heure, quand vous en faites loin, vous laissez votre épouse toute seule. Attention, les effets justifs et jubilatifs viendront du voisin. Et ce sera très dangereux pour l'harmonie du couple. Et vous ne pouvez pas donner le maire de vous-même. Voilà. Donc, ça veut donc dire quoi? Que cette fonction publique mérite d'être pensée parce qu'elle est en agonie. Pensée, je l'évoque là avec A. Et repenser avec eux. C'est-à-dire que nous devons réfléchir maintenant sur notre fonction publique parce que quand on parle aujourd'hui de l'administration des résultats, l'administration des résultats ne peut partir que de la présence au poste. Vous savez, dans l'affaire Ngonga à l'exemple, le juge dit que les absences répétées non justifiées sont constitutives d'une faute grave. Ça veut donc dire qu'à partir de là, dès lors que vous commencez à être absent, peut-être 3 mois, on vous dit, vous vous exposez aux sanctions du premier groupe. C'est-à-dire que avertissement écrit et blâme avec inscription sur le dossier. Quand ça se poursuit, vous tombez dans les sanctions du deuxième groupe. C'est-à-dire que abaissement de quelques échelons et retard à l'avancement. Maintenant, quand ça commence à porter 6 mois, c'est-à-dire que vous n'êtes pas au poste, on commence déjà à y voir à un abandon de poste. Vous vous exposez là aux sanctions du troisième groupe. C'est-à-dire qu'abaissement de grade, abaissement de classe et même suspension temporaire. Et la dernière maintenant, c'est la dernière sanction, c'est lorsque vous avez abandonné totalement le poste et que l'absence est constatée après 6 mois, vous êtes avoué à la révocation. Et Guy Avefungo, on a souvent vu des personnes qui sont absentes avec la complicité de leurs
on va leur dire, de leur chef. Oui, je vais dire que c'est même quelque chose qui est devenu banal de plus en plus. C'est-à-dire que des exemples comme cela sont légion. Oui. Vous avez des fonctionnaires qui ont été recrutés, tout à l'heure je parlais des 25 000, qui sont allés prendre fonction, même pour ce qui est le cadre de l'école normal. Ils sont couverts par leur chef, qui font les affaires, comme on a constaté tous, qui vont prendre fonction, rencontrent le proviseur. Le proviseur signe la fiche de présence qu'il est là tous les mois, mais sauf qu'il vient seulement quand le salaire est passé. En temps, il fait autre chose. Et après, il y a une contrepartie qui est reversée au proviseur. Il n'est quasiment jamais venu au lycée. Et tout le mois, le salaire est viré, sauf le proviseur qui sait qu'il n'est pas là a une contrepartie dans le salaire qui est viré. La seule chose que le proviseur a fait, c'est de notifier qu'effectivement il est présent alors qu'il n'est jamais venu. Donc ces exemples comme cela sont légion dans notre administration. Mais je pense qu'il faut qu'on arrête un peu de la fumisterie et qu'on prenne des Camerounais au sérieux. Parce que 21 ans plus tard, je pense qu'il y a des chantiers phares et des chantiers primordiaux sur lesquels le Conseil supérieur devrait se pencher. À mon sens, la première chose, quoi qu'on dise, il faut commencer par revaloriser le salaire des fonctionnaires. Le salaire a été divisé par 3. Je suis fils de fonctionnaire. Moi, j'ai connu... Vous avez vécu ça? J'ai vécu ça. Je suis passé de 3 repas par jour, 1 repas par jour. Donc, je suis passé par là. Le salaire a été divisé par 3. Donc, le premier chantier, à mon sens, devait commencer par revaloriser ce salaire des fonctionnaires-là. Ça va être le premier chantier. Depuis, il ne fallait pas qu'on attende 21 ans pour savoir que le salaire des fonctionnaires a été divisé par 3. Il faut qu'on gère, qu'on règle ça et qu'on c'est ça qui va les maintenir à leur poste? C'est un élément du dispositif. Deuxième élément du dispositif, pourquoi on est en discipline, c'est qu'il faut qu'on harmonise le statut des fonctionnaires. Le système a réussi à créer des super fonctionnaires. Je vous ai dit tout à l'heure que vous avez des gens à l'ENAM qui sont payés pendant qu'ils sont encore à l'école. Et vous avez des fonctionnaires qui attendent 5 ans pour avoir le premier salaire. Dans un État organisé, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas normal. Soit on devrait pouvoir réguler tout ça et harmoniser, que les fonctionnaires soient plus ou moins au même statut. Donc ça, c'est les chantiers phares sur lesquels ce Conseil, à mon sens, devrait pouvoir se pencher. Oui. Il faut commencer par là. Oui. Et puis, toute cette indiscipline est la conséquence de ce que je ne peux pas être à Tika, à Fongo-Tongo, je suis obligé d'aller à Yaoundé suivre mon dossier. Voilà. En 2021, c'est une incongruité inconcevable. Seulement parce que, comme la plupart des pays africains, le Cameroun a hérité du jacobinisme français, c'est-à-dire un État centralisateur qui contrôle tout et tout est centralisé au niveau de Yaoundé. Pour suivre le moindre dossier, on est obligé d'aller à Yaoundé. En 2021, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas normal. Oui. Ces petits chantiers devraient être des chantiers sur lesquels ce Conseil devrait se pencher pour donner espoir aux fonctionnaires qu'un autre Cameroun est possible. On va permettre aux autres de réagir avant le journal. Oui, M. Fabien Guigné, pour vous, qu'est-ce qu'on doit être inscrit? Pour vous, les chantiers prioritaires, c'est quoi? Pour ce Conseil qui s'annonce? À la vérité, parler d'absence même du fonctionnaire, c'est réduit à une portion congrue, je crois, aux frustrés de la fonction publique, aux enfants pauvres de la fonction publique. Parce que voyez-vous, lorsqu'on parle du statut du fonctionnaire, vous avez une certaine catégorie du personnel qui émerge dans le budget de l'État qui en sont exclus. Les magistrats n'en font pas partie. Les forces armées n'en font pas partie. La police et autres n'en font pas partie. Est-ce que vous savez pourquoi? Les douaniers n'en font pas partie. Ils ne sont pas concernés par cela. Pour la simple raison que ces personnes sont suffisamment rémunérées. Elles sont sur des postes rentiers. Il faut harmoniser. Suffisamment rentiers. Et cela, je suis d'accord avec Guy qui a dit qu'il faut harmoniser. Ce serait peut-être un début de justice sociale. Quand vous voyez, par exemple, vous parlez d'absence. Quand bien on aurait fait ces états, ce Conseil supérieur de la fonction publique, où allons-nous constater l'absence d'un enseignant qui a été affecté à l'extrême nord, dans un établissement qui n'existe pas? Voyez-vous, vous avez souvent montré des gens qui sont en plein soleil, sous la paille, dans des gens qui n'existent pas. L'ancien, je voudrais plaider pour ici, au lycée de l'ancien est pratiquement au jour le plus... le délaissé de la fonction publique. C'est incroyable. On parle d'un lycée ici, où c'est le lycée de Bopi. Depuis que vous clamez, comme crie, est-ce qu'on a déjà vu tout au moins le terrain qui devrait habiter? Tous les gens sont affectés. Ces gens sont où? Et l'État le sait. Vous le dénoncez, mais ça ne change pas. Donc l'État ne peut pas aujourd'hui venir brandir les conséquences de ses propres États alors qu'il en est responsable. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'on ne peut pas
au moment de mourir, de savoir, de chercher à savoir comment on aurait dû vivre. Ça, c'est une évidence. Voilà, Raphaël Ndogo, pour le conseil qui s'annonce. Hein, le président a dit dans l'urgence. Hein. Je dis il faut que le président nomme des personnes, même à la fois, même neutres. On peut prendre M. Kay, pourquoi pas? Je voudrais dire quand même... Une fonction de l'État. Je dois préciser, cette fonction n'appartient à personne, contrairement à ce que parfois les gens laissent même passer dans certaines tribunes. Il parle du conseil. Le conseil qui va arriver là. On peut nommer des personnes, des personnalités qui sont neutres. Je voudrais dire que l'État a même prévu un certain nombre de choses. Sauf que à Yaoundé, on a verrouillé pour justement continuer à s'enrichir pour c'est-à-dire derrière les autres fonctionnaires. C'est-à-dire le fonctionnaire prend de l'argent à son collègue sans état d'âme, sans avoir froid au dos. Il y a la mise en route lorsqu'on vous affecte. On vous enlève de Yaoundé pour vous envoyer en Goro. On y a la mise en route, on doit vous payer le transport, vous et votre famille. Il y a des logements qu'on construisait. Qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui? C'est pour ça que j'ai dit à M. Keye que c'est un conseil qui doit se tenir à l'urgence. Pour dire que mieux, on crée même des cités par ministère. Mais aujourd'hui, les logements sociaux sont inaccessibles aux fonctionnaires. Vous permettez que je dis les fameux logements sociaux sont inaccessibles aux fonctionnaires. Je ne parle pas de ça. On demande c'est 14 millions, 17 millions. Je ne parle pas de ça. Pourquoi? Parce que ça n'ascenseur pas les logements sociaux. Je parle des maisons de fonction comme les cités à Bonamous, ici. Bien sûr, c'est ça. Les habitats loyers modérés. Vous allez suivre ce qu'elle dit. Lorsque un fonctionnaire qui touche 200 000 et a 34 000 francs de non-logement, de nos jours, vous pouvez louer une maison ayant 4 enfants et pour 34 000 francs. Merci, il faut revoir tout ça. Bon, on va revoir tout ça après le journal parce qu'il est là, Cédric. Donc, bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous parlerons de ce scandale qui a éclaté au Canada et impliquant une famille camerounaise, une ressortissante camerounaise décédée dans des circonstances floues dans un hôpital alors qu'elle avait lancé un cri d'alerte sur des accusations de négligence médicale. Les Camerounais se sont mobilisés le week-end à Montréal. Nous ferons le point dans le journal de 20h et vous écouterez l'avocat de la famille revenir sur les circonstances de cette manifestation des Camerounais dans les rues d'une ville canadienne. Nous parlerons également du regain de violence en milieu scolaire. Encore un élève poignardé à mort dans un lycée situé dans le 3e arrondissement de Douala. Comment en est-on arrivé là? C'est une enquête à suivre dans le journal de 20h. Et au moment où des populations se soulèvent, s'opposant à l'inhumation d'un corps d'une personne décédée de Covid-19 dans le département du Mungo, le ministre de l'administration territoriale se rend dans les marchés pour distribuer quelques masques aux commerçants, leur demandant de ne pas recevoir des clients qui n'en portent pas. Son conseil sera-t-il suivi? Nous en parlerons ce soir. Et dans la page internationale, nous ferons le point sur la campagne électorale au Congo-Brazzaville avec comme sujet, en plein cœur de ce débat de la campagne électorale, le développement agricole de ce pays qui dépend essentiellement des revenus du pétrole. Nous en parlerons dans quelques instants. Serge Alain. Voilà, développement de tous ces titres dont c'est dans le 20h de Cédric Nouvelet dans un instant, madame, monsieur. On va se retrouver après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief, toujours en compagnie de nos invités. Tout de suite, une passe de pub et après, le 20h le plus attendu de la planète. Pour un avenir meilleur, n'oublie pas de faire les 1, 2, 3 tous les soirs avec Code.